Chers amis du Cercle Richelieu, bienvenue pour cette nouvelle indiscrétion. Aujourd'hui, nous parlons de l'intimité du couple et très précisément d'une méthode naturelle de régulation des naissances. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que le soulé Jacques Caporal et serions bientôt général. Je suis née à Bourges, Ouais. donc petite ville du centre de la France. Ouais. Et mes parents étaient militaires. Donc ma famille n'est pas du tout originaire de Bourges. Mais il se trouve que mon père travaillait à Avord parce qu'il était pilote de chasse. Donc comme chacun sait, les pilotes et les militaires déménagent beaucoup. C'était peut-être la 5e ou 6e affectation de mes parents et j'en ai fait encore une bonne dizaine avec eux. Donc on a vécu 1 an aux États-Unis, à Montgomery, Alabama. De mes 2 à 3 ans. Ensuite, on est revenu, on a habité ici les Moulineaux. Là, j'ai été scolarisée en école publique. Ce qui un jour a fait dresser les cheveux sur la tête de mon père, puisque en regardant mes cahiers, il voyait que la maîtresse m'apprenait à écrire l'arabe. Donc de ce jour-là, il a décidé que les écoles de la République s'étaient terminées et qu'il me mettrait en école hors contrat. Et là, tu avais quel âge? J'avais 3 ans et demi, 4 ans. J'étais en moyenne section, je crois. Donc il y a 35 ans, on commençait à enseigner l'arabe. Voilà, parce qu'il y avait une petite pakistanaise qui était musulmane et qui lisait l'arabe, je crois. Et donc du coup, voilà, la maîtresse voulait inclure cette petite fille en nous faisant apprendre à nous-mêmes écrire comme ça. Voilà. Donc ensuite, il a été affecté à Bordeaux. À Mérignac, il a commandé la base et là c'est là que j'ai découvert l'école hors contrat, l'école Saint-Georges qui existe aujourd'hui encore mais qui n'est pas au même endroit. Avant c'était sur les boulevards, maintenant c'est au prieuré de Bruges, donc Fraternité Saint-Pédis, pendant 2 ans. Ensuite on a été à Saint-Cyr-l'École à côté de Paris. Là il a eu plusieurs affectations mais nous on est resté à Saint-Cyr-l'École et là j'étais à Saint-Pédis à Saint-Cloud, ce qui n'a rien à voir avec la Fraternité Saint-Pédis, mais c'est une école de filles avec un uniforme et des religieuses qui tenaient ça à l'époque. Ça jusqu'au premier trimestre de 4e où on est parti aux États-Unis à Washington. Donc jusque-là, on allait à la messe, j'ai reçu tous les sacrements, confirmation par Monseigneur Lefebvre parce qu'on pensait qu'il allait mourir, donc j'ai été confirmée à 5 ans. Première communion, communion solennelle, et donc nous voilà partis à Washington. Papa prend un poste de mi-diplomate militaire, il était attaché de défense. Et là, on a essayé une fois d'aller à la messe tradie, mais on a été rebuté par l'aspect des gens qui ressemblaient plus à des Amish qu'à des gens normaux. Donc, et en plus de ça, c'était assez loin de là où on habitait, donc maman a décidé qu'on n'irait plus à la messe. Donc on est resté 3 ans aux États-Unis, et pendant ces 3 ans-là, je ne suis plus allée à la messe. Avec pendant les vacances de temps en temps, retour en France et donc 1 ou 2 messes comme ça. Et donc ma foi, comment dire, j'ai jamais perdu la foi, mais plus du tout de pratique, plus du tout de vie de prière, plus rien. De là, on retourne en France, pardon. Papa termine sa carrière à Aix-en-Provence. Là, je suis en lycée privé sous contrat. Première terminale, j'ai mon bac. Mon père prend sa retraite et on vient s'installer à Bordeaux. J'y commence des études de droit. Et en 3e année, j'ai mon permis. Du coup, je vais à la messe toute seule parce que ma mère ne m'accompagne plus. Elle, pour le coup, a perdu la foi aux États-Unis. À 20 ans, à peu près, oui, j'étais en 3e année de droit, un beau jour, après la messe, pour nos raisons, action de grâce, je demande au bon Dieu, bon écoutez, j'ai 20 ans, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais je veux vous la donner. Si vous voulez, si dans 1 an, je n'ai pas rencontré quelqu'un, je serai religieuse. J'étais à l'époque cheftaine de Louveteau, donc assez active dans la paroisse, je participais à des activités qu'il y avait. Et un jour, nous avons une réunion au prieuré à Bruges, toujours, pour décider de l'avenir du scoutisme. Est-ce qu'on déclare les camps? Je ne sais pas si tu sais, il y a eu des problèmes de camps non déclarés. Et du coup, il fallait savoir si on se mettait en conformité avec la direction de la jeunesse et des sports, si on se déclarait, voilà. J'étais la seule farouchement opposée à ça, parce que je ne voulais pas de l'État dans le scoutisme. Et donc, on a entendu ma voix. Et c'est là que, pour la première fois, Émeric m'a entendu. Il ne m'a pas vu, mais il m'a entendu. Il s'est dit, mais c'est qui cette furie?
parce que lui-même venait de Besançon et logeait sur Bordeaux. Il venait d'arriver sur Bordeaux et le temps de trouver un logement, il a été hébergé au prieuré à Bruges pendant quelques mois. Voilà. Il était chef scout lui aussi? Pas du tout. Non, lui, il a fait un peu de louvetisme, mais pas de scoutisme. C'était pas trop là. Enfin, mes beaux-parents n'étaient pas trop là-dedans, donc il était jeune étudiant. Il est débarqué à Bordeaux pour faire sa licence en droit. On était en 2000. Et il avait 20 ans? Lui, il avait 20 ans. Moi, en fait, on était en 99. Lui, il avait 20 ans. Moi, j'en avais 19. Ouais. Donc, il m'entend. Voilà. Puis, on se rencontre à la fac. On se re-rencontre finalement, sans le savoir, parce qu'il faisait partie, il avait été un peu pris sous l'aile d'un ami commun, qui est toujours, qu'on côtoie encore aujourd'hui. Et voilà, donc en cours, on discute, on rigole, ça se passe bien entre nous, le cours en passe. Et puis voilà, au bout de quelques mois, je l'amène à la maison. Le fameux copain et Émeric viennent à la maison pour boire un verre, prendre l'apéro avec mes parents. Et maman me prend dans la cuisine et me dit, dis donc, ce garçon-là, tu devrais y penser quand même. Alors, il était mal fringué, le pauvre, mais mal fringué. Et j'ai une grosse appétence pour les fringues, voilà. Il avait des pulls tricotés à la baramine, des pantalons trop courts, des chaussures bas de gamme, des chaussettes de sport, tu sais, avec les 3 bandes tricolores. Enfin, l'antithèse de tout ce que je recherchais. Il n'était pas hyper bon, il n'avait pas de super notes. Voilà. Ah bon, et donc ma mère me dit, tu devrais t'intéresser à ce garçon. Bon, très bien. Donc nous échangeons des SMS à l'époque, hein, il n'y avait rien d'autre, sur nos petits téléphones Ola. Là, donc ça prenait du temps. Et on se retrouve pour un premier de l'an, le 1er janvier 2000. Et là, on sort ensemble. Donc c'était le 1er janvier et je fête mes 20 ans en février. Et à la fin du mois de février, on avait des forfaits Millennium, c'est les trucs 5 heures d'appel. On se voyait toute la journée, mais on s'appelait encore le soir. Puis un beau soir, je dis, bon, et si on se mariait? Ah ouais, d'accord. Ah ouais? Ah ouais. Ah, t'étais comme ça? Ah ouais, tu savais exactement ce que tu voulais. Ah oui, à un moment donné, c'était voilà, validé. Je voyais que ce garçon était un amour de gentillesse. Il était malin, il m'avait fait découvrir plein de... hyper cultivé en histoire, en politique. Il avait beaucoup, comment dire, il n'était pas activiste, il était militant. Voilà, il était militant, il avait sa carte au Front National. C'était un ami du futur rédacteur en chef de Rivarol, donc voilà, il connaissait plein de choses et moi ça m'émerveillait parce qu'il avait un autre discours, parce que toute ma scolarité, moi j'ai entendu ce que nous disait l'éducation nationale sur la Révolution française, la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, voilà, et lui il m'a apporté d'autres idées que j'ai trouvées formidables. Et il était catho, tradi lui aussi, son père était militaire, enfin bon, à peu près toutes les cases étaient cochées. Comme on discutait beaucoup, on a pu, voilà, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et on a pu beaucoup échanger. Je me suis dit, bon allez, c'est le bon ma vieille, on y va. Donc ça c'était en février 2000, mais on s'est mariés qu'en août 2003. Parce que les études de droit sont longues, et pour obtenir un emploi, c'était assez compliqué, surtout qu'il a eu la mauvaise idée de vouloir... approfondir sa maîtrise. Voilà, alors que moi, il était vraiment pas bon. Ah non, pas bon. Non. Les études, c'était pas son truc. Les examens, tout ça, non. Donc voilà, du coup, août 2003, on se marie. Et là, on part à Toulouse. Vous avez été fiancés 3 ans. Oui. Et je sais que vous avez eu des fiançailles chrétiennes. Oui. Voilà, des fiançailles chrétiennes, c'est-à-dire qu'on s'était mis d'un commun accord, ça aussi on en avait discuté, pas de relation charnelle avant le mariage. Moi malgré tout, j'avais baigné dans cette idée toute mon enfance. J'ai une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi, qui a vécu des fiançailles chrétiennes elle aussi, donc il m'a donné l'exemple. Lui était aussi d'une famille où c'était comme ça que ça se faisait. De toute façon, donc voilà, on était d'accord là-dessus. Alors, pour te dire que ça a été facile à mettre en place, non, parce que nous étions jeunes, nous étions amoureux l'un de l'autre. Mais voilà, moi j'ai toujours eu cette barrière, non, tu dois mériter ta robe blanche, tu dois mériter, voilà, c'est finalement la sexualité, c'est ce qui arrive à la fin. D'abord on construit l'union des cœurs et ensuite on aura l'union des corps. J'entends ton discours, mais ça a vraiment de l'intérêt. Ah oui, moi je regrette pas une seconde. Si tu veux, quand on a vécu notre nuit de noces, hein, pour le coup une vraie nuit de noces, il y a eu une magie. En même temps une magie et en même temps tout ça pour ça.
Voilà, il y a eu vraiment un décorum, on s'est vraiment appliqué, c'était notre moment, on avait attendu. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a fait que bâtir. On est parti de petits copeaux de bois, là, ou plutôt de 2 arbres un peu mal dégrossis. Et maintenant, nos relations sont plus, comment dire, travaillées, c'est ciselé, c'est sculpté. Mais ça a été vraiment une création, une construction au fur et à mesure de notre mariage. Et en 20 ans, voilà, les choses sont allées crescendo dans la découverte du corps et de se donner à l'autre. Alors en fait, vous êtes tombés amoureux, vous vous êtes dit on va se marier quand nous aurons une situation financière et nous entrerons dans le mariage à ce moment-là. Voilà. Et ça, vos familles vous soutenaient, le milieu était propice à cette manière de vivre. Oui. Toutes mes amies qui se sont mariées à peu près à cette période ont fait comme nous. Ouais. Donc on était soutenus par nos familles, pas tant soutenus que de toute façon il n'y avait pas d'autre solution possible. C'était ça ou rien. Enfin, on savait que vivre, si on voulait vivre à la colle, en concubinage, on serait rejeté par nos familles. Tout ça, c'était pas dit, hein, c'était ce qu'on s'imaginait. Parce que par la suite, bon, on a eu des exemples dans nos familles respectives où ça s'est pas passé comme ça. Mais voilà, moi c'est ce que je croyais à l'époque. Et pour le coup, soutenu par nos amis qui vivaient la même chose, avec lesquels on pouvait partager les difficultés qu'on rencontrait, se donner des petits bains. Nous, on essaye de ne pas faire ça. Par exemple, ne pas être seul dans une pièce tard le soir, sans la présence de quelqu'un, se voir dans des lieux publics. Voilà, des petits trucs qu'on se refilait comme ça, mais on était tous dans le même état d'esprit. Donc finalement, ça a été difficile concrètement, mais bien soutenu, avec en plus la pratique de la religion, les sacrements, ça a été quoi. Et alors, ensuite, vous avez travaillé tous les deux? Non, alors, ça a été un peu un point d'achoppement avec mes parents. Ils voulaient que je termine ma thèse avant de me marier. Seulement une thèse, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça termine. J'en connais qui y sont depuis 10 ans. Donc moi, j'avais un DEA en poche, un de droit, et Émeric, lui, pour le coup, travaillait. Il a commencé son emploi de généalogiste. Et donc, moi, je t'ai dit non, on ne travaillait pas tous les deux, mais c'est juste que les 2 travaux n'étaient pas rémunérés, 2 emplois. Lui, il était rémunéré, et moi, je travaillais pour faire ma thèse, mais je n'étais pas rémunérée. Voilà, mais en fait, très rapidement, je suis tombée enceinte. Et comme on habitait Toulouse, on a déménagé quelques temps à Toulouse, et que mon directeur de thèse était à Bordeaux, c'était un peu compliqué pour moi et j'ai rapidement laissé tomber la thèse. Mais tu as quand même un boulot de juriste. Oui, alors j'ai laissé tomber ma thèse, mais je me suis dit, faut quand même que tu termines ce que tu as commencé, puisque toutes ces années de droit, il fallait bien que ça serve à quelque chose. Donc je me suis mis en tête de passer le concours d'avocat. Et Roch est né en 2004. J'ai recommencé à travailler pour le concours en 2005. Je l'ai raté une première fois et je l'ai retenté. Et là, j'ai eu les écrits et j'ai passé les oraux enceinte de Foucault en 2006. Mais enceinte, j'étais à 8 mois et demi, je crois. Donc, j'ai attiré pas mal de regards, de petits rires moqueurs. Mais je l'ai eu quand même. Et j'ai fait l'école qui durait 18 mois, donc avec des stages, une école théorique. Et à la fin, il y a un petit examen de sortie de l'école. Et j'étais enceinte quand j'ai passé cet examen, puisque j'attendais ISE à ce moment-là. Donc tu as enchaîné les grossesses, les examens, le boulot. Voilà. Et tout ça a matché. Oui. Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Oui. Mais alors, moi, j'ai été avocat, en fait, donc quand je suis sortie d'école, j'étais enceinte d'ISE, donc j'avais mon diplôme en poche, mais maintenant, il fallait travailler quelque part. Mais comme j'étais enceinte, c'était pas facile. Et en fait, Émeric, dans le cadre de son travail, était en relation avec un avocat qui était spécialisé dans justement le contentieux des généalogistes. Et il a été le voir un jour, il lui a dit, voilà, ça vous intéresserait d'avoir une collaboratrice de plus Bah oui, allez, qu'elle vienne. Et là, lors de l'entretien, il a fallu que je lui dise que j'étais enceinte. Il m'a trouvée gonflée, mais il m'a prise. Donc j'ai travaillé, mais à 4/5e. J'étais pas à plein temps parce que j'avais déjà 2 enfants, dont l'un était scolarisé, donc même le deuxième était scolarisé. Donc voilà,
On avait des nounous, mais c'était pas hyper simple. Je ne pouvais pas travailler tous les jours jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai exercé en tant qu'avocat pendant 2 ans et demi, avec beaucoup de stress, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais jamais dû être avocat, parce que c'est pas un métier pour les femmes, enfin, c'est ce que je considère. Je trouve que c'est un métier où il faut tout le temps être en guerre contre le confrère, contre son patron quand on en a un, contre les magistrats, parfois on est même en guerre contre ses clients. Et j'avais pas suffisamment de hargne en moi pour mener de front et une carrière et m'occuper de mes enfants, parce qu'en plus de ça, j'étais très culpabilisée de travailler et de me dire mais tu fais pas ce qu'il faut pour tes enfants. Voilà, donc au bout de 2 ans et demi, j'ai dit stop, j'arrête. Et c'est là qu'Émeric parlait de créer sa boîte. Voilà, il en parlait. Et pendant 1 an et demi, j'ai pas travaillé. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, il a créé sa boîte. Il m'a dit, il faut que tu viennes bosser avec moi. Donc maintenant, on travaille tous les deux dans son entreprise de généalogie. Et les relations avec le patron, ça va? Super, super, super. Il a, bon, je sais pas si tu le mettras, mais il adore dire à tout le monde qu'il couche avec sa secrétaire. Bah oui. Je crois qu'on peut le mettre. Et toujours se méfier de celui qui couche avec le patron. Voilà, c'est ça. Non, si tu veux, ça permet un équilibre qui pour moi était essentiel entre ma vie de femme pro et ma vie de maman. Je ne voulais pas gâcher l'un pour l'autre. Enfin, si, j'étais prête à sacrifier justement la vie professionnelle pour ma vie de maman. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre. C'est ma vie d'épouse, de mère de famille. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Travailler, ça m'apporte j'allais dire confort, non, un bienfait social, parce que j'aime voir du monde, j'aime échanger avec mes collègues, et puis même ce que je fais me plaît, mais je serais prête à sacrifier ça pour ma famille, parce que c'est ça le plus important. Oui, et en même temps, ta famille t'occupe beaucoup, parce que vous avez 6 enfants. C'est ça, c'est ça. C'est ça, parce que quand j'ai arrêté de travailler, je me suis dit, bon, t'as arrêté de travailler, maintenant c'est bien, et si on faisait un enfant? Allez, voilà, là pour la 4e, on s'est mis au travail, comme on dit, et donc elle est née quand je ne travaillais pas, et quand j'ai commencé à travailler là, on a eu 5 et 6, assez rapidement. Et le 6e n'est peut-être même pas le dernier. Non, on sait jamais, Alors ça, c'est un sujet dont je voulais parler avec toi aussi, parce que un jour, tu m'as parlé des méthodes naturelles. Alors là, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, et depuis que tu m'en as parlé, je me suis aperçue que personne ne connaît. Alors je voulais que tu m'en parles. Et alors on connaît le thermomètre de nos grands-mères. Alors c'est pas ça. Alors les méthodes naturelles, le premier à nous en avoir parlé, c'est le prêtre qui nous a préparés au mariage. Qui, donc, il balaye tout un tas de sujets, et parmi d'autres, et voilà, il nous a parlé de celui-là. Il nous a conseillé d'aller voir un couple de formateurs à la méthode Billings. Le couple Billings, c'était, je crois, où elle est toujours vivante, lui est mort en tout cas, des médecins australiens qui ont mis au point une méthode d'observation de la glaire cervicale pour réguler naturellement les naissances. Donc, on n'est pas sur de la contraception, on est bien sur une méthode de régulation des naissances. L'observation de la glaire cervicale, ça consiste tout au long de ton cycle à observer la moiteur ou l'humidité que tu as à la vie. Donc, comme ça te permet de découvrir qui tu es, comment est ta féminité. Parce que chaque femme a un cycle différent. Et pas uniquement en termes de jours, en termes de douleur de règles ou d'abondance. Voilà. On a toutes un cycle différent, et donc il se décompose de la manière suivante. Par convenance, on dit que les règles c'est le début du cycle, mais en fait, petit rappel de physiologie, les règles c'est la fin d'un cycle, puisque c'est le nid dans lequel doit arriver le bébé qui se défait. Donc bon, premier jour des règles, premier jour du cycle, très bien. Après les pertes de sang, tu as une période où tu es sèche. En fait, tu attends la période féconde. Cette période féconde, c'est assez variable, peut arriver tout de suite après les règles, 2-3 jours après, 1 semaine après. Mais en tout cas, après les règles, tu observes la moiteur que tu ressens à la vie, et tu notes chaque soir tes observations.
Donc, quand c'est sec, voilà. Puis, donc, tu attends la période féconde qui arrive par un beau jour, un matin. Donc, en allant en vacances à tes occupations, tu te dis, ah tiens, là, je ressens quelque chose. Alors, il y en a qui proposent même carrément d'aller voir, donc d'aller aux toilettes et de recueillir ce que tu as sur un morceau de papier pour l'observer vraiment avec les yeux. Et tu te rends compte que cette glaire, elle change. Elle évolue au cours de la suite du cycle. Donc de pâteux, un peu comme un blanc d'œuf cuit, un peu, elle va devenir de plus en plus filante, mais on note vraiment, c'est blanc d'œuf cuit, puis plutôt blanc d'œuf cru, voilà. Et on va s'apercevoir que cette glaire devient de plus en plus liquide, filante, jusqu'à atteindre un jour sommet, où là, limite, chez certaines femmes, elles ont l'impression d'avoir des pertes urinaires, tellement c'est important. Donc la période féconde est là. Et le lendemain, tu observes un net changement, où là, il n'y a plus d'humidité, tu retournes à de la sécheresse jusqu'à la fin du cycle ou le début du prochain. Alors là, c'est très schématique. Chez certaines femmes, ça peut être moins net ou alors avec des symptômes un peu différents. Enfin voilà, là, c'est vraiment la théorie. Et donc, voilà. C'est durant la période d'humidité qu'on est le plus féconde. Exactement, exactement. Et donc, si on veut repousser une naissance, et bien évidemment, on n'a pas de rapport pendant cette période féconde. Qu'on le connaît, on sait quand est-ce qu'elle arrive, puisqu'on a noté sur notre fameux tableau, oui, je commence à être humide, voilà. Et elle dure un temps précis, Ça peut être 4 jours, jusqu'à, je crois, le plus, c'est 10 jours d'humidité, et donc même de sensation de mouillé, et puis voilà. Et donc, en fait, ça, toi, tu peux attester que ça t'a permis de décider à quel moment avoir un enfant. Alors, ou ne pas en avoir. Voilà, ça nous a permis de nous dire, parce que chaque mois, finalement, on se repose la question, est-ce qu'on est en désir d'enfant? Est-ce qu'on en veut un maintenant? Est-ce que c'est raisonnable? En fait, on ne s'est pas posé chaque mois pour répondre à toutes ces questions, mais malgré tout, on avait toujours à l'esprit, voilà, est-ce que c'est le bon moment? Parce que l'ouverture à la vie, on l'a toujours eu. Le fait de ne pas prendre de moyens de contraception, c'est être ouvert à la vie. Sinon, tu te fais ligaturer les trompes ou tu n'as pas de relation. Voilà. Donc, on a toujours été ouvert à la vie. Après, à certaines époques, on s'est dit oui, c'est le bon moment, ou non, là, il faudrait mieux espacer. Mais ce qui est certain, c'est que l'excitation, l'amour, l'envie d'union des corps peut faire que parfois, tu avais décidé que non, et en fait, si, tu finis par avoir une union. Voilà, mais c'est pas la méthode qui fonctionne pas, c'est juste que l'amour ou voilà, c'est trop fort et on n'arrive pas à se dire que non. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, nos actes engagent, il faut être responsable de nos actes, mais de tous nos actes, et effectivement, quoi de plus naturel? C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais la notion de paternité responsable? C'est, je crois, Paul VI, je crois, là mes sources remontent, parce qu'on a été nous-mêmes formateurs Billings, on a nous-mêmes formé des couples à cette méthode, mais bon, il faut tout le temps lire, tout le temps, voilà, et puis pris par nos vies, on a arrêté de faire ça, mais on a nous-mêmes été, et donc je crois que c'est Paul VI qui a fait toute une encyclique avant Humanité de Jean-Paul II, donc sur la paternité responsable, et là, il dit bien que les causes pour refuser la naissance d'un enfant, il n'y en a pas des milliers. Il y a les causes économiques, les causes sociales et les causes psychologiques. Voilà, donc les causes économiques, chômage, pas assez d'argent avec ce qu'on a pour faire vivre déjà le couple ou les 2 ou 3 ou 4 enfants qu'on a. Il y a les causes psychologiques, c'est que la maman peut parfois être tellement débordée ou tellement prise par sa maternité qu'elle va se détourner de son époux. Et les causes sociales, je t'avoue que là j'ai un trou. Voilà, je sais qu'il met lui en lumière 3 causes pour retarder la naissance des enfants. Il n'y a pas 100 000 raisons de ne pas, de refuser une naissance ou de vouloir l'espacer trop. Voilà. Et donc en fait, la méthode c'est l'abstinence. En fait, ce qui reste c'est l'abstinence. Alors, c'est user des périodes non fécondes pour avoir des relations charnelles. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est
là je vais pas vraiment prêcher pour ma paroisse, qui est un peu frustrant, mais aussi intéressant parce que ça oblige à se dépasser, c'est que souvent les périodes non fécondes sont les périodes où la femme a le moins envie, parce que la nature est bien faite. Quand cette sensation d'humidité arrive et se décuple, c'est là que la femme est la plus réceptive à l'union charnelle. Donc du coup, dans les périodes non fécondes, eh ben, c'est à l'homme d'être meilleur, d'avoir plus de caresses, plus d'attention, de tendresse pour retourner son épouse vers l'envie d'union que lui a tout le temps en fait. Parce que l'homme est tout le temps prêt et la femme, voilà, il y a vraiment des périodes où on a plus envie que d'autres. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. Ça a été on en a parlé avec des amis qui suivent la même méthode que nous. C'est une grosse source de frustration. Mais aussi, voilà, ça oblige à être dans le don aussi. Quand toi, t'as pas envie, tu te dis, ouais, bon, toi, t'as pas envie, mais lui, il a envie, alors tu fais un effort. Alors, c'est ça le devoir conjugal ? Oui, je pense que c'est ça, le devoir conjugal. C'est, même si, là, très clairement, t'as pas envie parce que ton corps ne t'appelle pas à faire l'amour, eh bien, rationnellement, et avec l'amour que tu portes, l'amour spirituel que tu portes à ton époux, bah, tu fais un petit effort. Et après, bon, c'est un petit effort, ça. L'appétit vient en mangeant. Voilà. Pas non plus des déserts. Alors, du coup, ça m'inspire deux questions. La première, je comprends tout à fait qu'on ait cette conversation, toi et moi. Mais tu inclus ton mari. Tu dis, nous avons été couple formateur. Et donc, je me dis, ton mari peut te suivre sans ricaner, sans rigoler, sérieusement. Oui. Et donc le prêtre vous a conseillé de vous intéresser à la méthode Billings. Et lui, t'as suivi, ou il a été moteur, ou ça a marché, enfin comment Alors, très clairement, ça a été tous les deux. Parce que, après, je pense que c'est spécifique, enfin, j'ai d'autres amis où ça a été le cas, hein, mais c'est quand même assez rare. Souvent, les hommes sont réticents à parler de ces choses-là à quelqu'un d'autre, à un tiers, à en parler en public. Mais avec Aymeric, ça faisait partie de notre grande complicité. Ça, tout de suite, ça a été, voilà, tous les deux, ok, on y va. Donc tout de suite, voilà, ça, je pense que c'était un peu notre complicité qui a fait que tous les deux, on s'est mis là-dessus. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup apporté parce que le fait de devoir noter tous les soirs sur un tableau, alors ma chérie, aujourd'hui, comment tu t'es sentie au niveau de ta vulve, voilà, c'est un peu malaisant, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ah ouais. Mais ça permet de dépasser certaines pudeurs ou pas pudeur, mais non, ça crée la pudeur justement. Voilà, exactement, ça crée la pudeur. Et du coup, lui découvre le cycle de la femme et ça lui apporte énormément. Il sait que quand ça dépend. Si on veut pas d'enfant, il sait que les moments où je suis féconde, il va ralentir les caresses. Il rentre ses plumes, hein, on arrête de pavaner. Exactement. Donc, c'est un moyen finalement aussi de communiquer, mais sans que je lui dise, écoute, non, pas ce soir. Au vu des observations, il sait que c'est pas ce soir. Voilà. Donc, je trouve ça absolument passionnant comme méthode. Je trouve que c'est une découverte très intéressante. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se fait qu'alors qu'on a un énorme retour à la nature, que nature ceci, nature cela, Boboland dans tous les coins, la liberté de la femme, qu'il faut se trimballer à moitié à poil, que maintenant on veut changer la couleur du sang, passer de bleu à rouge dans la publicité, etc. Comment ça se fait que ce soit mais totalement inconnu de la majorité des sages-femmes, de la majorité des gynécologues et de la majorité des femmes? Comment ça se fait ? Je nuancerai un petit peu ton propos justement avec l'avènement du bio-beau, enfin du beau-bio. Voilà. De plus en plus de femmes non chrétiennes viennent à ça. Oui, de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est passé de 0,5 à 1. Quoi. Enfin, voilà, c'est pas une grosse évolution, mais c'est pas une grosse proportion. Donc, on en voit de plus en plus, justement attirés par le côté bio. Mais à mon sens, ce qui va bloquer, c'est les mecs. Parce que les hommes dans le monde ne se posent aucune question. Maman, tu prends la pilule et moi j'y vais quand je veux. Voilà. Et il n'y a pas ce discours sur l'ouverture à la vie, est-ce qu'on veut un enfant, c'est tu gères toute seule ton truc et moi surtout je ne veux pas en entendre parler. Donc finalement c'est la pilule,
les féministes disent que c'est la libération de la femme, non, pour moi, c'est encore l'emprise de l'homme sur la fécondité de la femme. Tu prends ta pilule, tu fermes ta gueule. Et en plus de ça, les jeunes filles aujourd'hui ne connaissent même pas leur cycle. Il y a des filles qui ont toujours été sous pilule, qui n'ont jamais eu leurs règles. Parce qu'il y a des pilules où tu peux ne jamais avoir tes règles. Donc les périodes fécondes, qu'est-ce que c'est moi, j'ai eu à prendre la pilule pendant mon mariage pour un problème dermato. Voilà, donc je l'ai prise sur avis d'un prêtre, voilà. Et j'ai remarqué une absence totale de libido. Mais plus rien. Alors, j'en ai parlé autour de moi, la parole est très très muselée là-dessus. Les femmes ne le disent pas. Mais comme c'est une castration chimique, et que la période féconde, comme je te le disais tout à l'heure, c'est le moment où la femme a le plus envie, les femmes n'ont même plus ça. Elles ne connaissent pas. Et je pense que ça va, donc l'absence de connaissance de cette méthode, il y a deux choses. Elle est décrédibilisée scientifiquement. Les médecins estiment que ça ne marche pas. Donc, pourquoi s'embêter avec un truc qui ne marche pas? Et ensuite, ça va avec, je te dis, l'avènement de la pilule, le féminisme, la volonté de tout contrôler, quoi. Parce que, comme je te disais, quand tu pratiques cette méthode et que tu es ouvert à la vie, les surprises peuvent exister. C'est des surprises, que tu sais qu'elles vont arriver, mais malgré tout, tu dis toujours, bon, allez, si ça peut passer, là, ben, parfois ça passe pas. Voilà. Donc, tu n'as pas vraiment le contrôle. Tu essayes de faire au maximum, de respecter les trucs, mais parfois, tu perds un peu, tu glisses, quoi. Ouais. Je rencontre quand même énormément de femmes et de couples qui suivent les méthodes Billings ou méthodes naturelles, parce qu'il existe d'autres noms. Et je rencontre toutes ces femmes dans les paroisses tradies. Et ce que je voudrais préciser, c'est que ce sont des femmes qui ont absolument pas un look d'Amish. Et d'ailleurs, quand on vous regarde, Emmerich et toi, c'est un peu Ken et Barbie version châtain. Vous êtes lookés, branchés, vous n'avez pas du tout l'air coincés, et vos enfants ont l'air absolument normaux, et enfin, des enfants adorables et normaux, pas du tout, ils font pas petite fille modèle, ni coincés. Et donc, je trouve ça absolument fascinant. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi pour cette émission. C'est parce que il faut que ça se sache. C'est vrai. Et puis, il faut que les hommes sachent que on peut en parler. Alors, pas tout le temps. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'un prêtre voulait indiquer il y a 20 ans. Et que moi, aujourd'hui, je rencontre des prêtres qui parlent. Alors, ils ne nous font pas le cours que tu nous as fait, mais qui indiquent les méthodes Billings et les méthodes naturelles. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les catholiques traditionnalistes et même les abbés dans leur soutane noire sont tellement intéressés par la vie, le couple et la famille, ils ont tellement le devoir de veiller sur cette entité-là, unité-là, qu'ils sont au courant, qu'ils disent les choses. Mais l'Église même est une bonne mère pour ses enfants, puisque si tu veux, la théologie morale du couple, on dit toujours, oui, les cathos coincés, voilà, celle-là elle est mal baisée parce qu'elle est catho. Non, les catholiques ont une vie sexuelle très épanouie parce que l'Église a, mais elle a tout prévu pour que le plaisir accompagne cet acte charnel. Il ne faut pas croire que, souvent je trouve que c'est un cliché qu'on nous renvoie dans la figure. Oh là, avec votre méthode, ça va pas être drôle tous les jours, l'abstinence, mais comment tu fais? Mais en fait, quand on parle autour de soi, on a à peu près la même fréquence, ou voire plus de fréquence de rapports sexuels que des gens qui sont sous pilule et compagnie. Ouais. Donc, et les cathos sont, l'Église a prévu tout un tas de choses pour que et l'homme et la femme trouvent leur bonheur dans l'acte sexuel. Mais alors, effectivement, ça c'est un truc que j'ai toujours observé et que je sais. On parle des cathos, oui, mal baisés, frustrés, etc. À partir du moment où on aime un Dieu qui est né d'une vierge, on a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on sait déjà ce qu'est une vierge. Donc les cathos parlent beaucoup de sexualité, en fait, pas d'une manière complètement libérée comme on voudrait, mais d'une manière extrêmement respectueuse, et la sexualité est toujours présente dans notre éducation. Et du coup, je voulais vous demander, j'imagine que donc tes enfants sont petits, mais j'imagine que vos fils et vos filles vont être élevés
selon la méthode que vous avez appliquée pour les concevoir. Voilà, oui. Vous parlez de sexualité avec les enfants? Alors, on parle de sexualité, mais là, ça passe beaucoup pour les deux garçons, les deux aînés, ça passe beaucoup d'abord. Alors, d'abord, il y a eu la question à 7 ans, maman, comment on fait les bébés? Alors là, on avait lu des livres de l'éducation sexuelle pour les enfants, et le principe que mettait en valeur cette femme, c'était que le papa parlait aux garçons et la maman parlait aux filles. Donc, Emeric s'y est collé, parce que c'est toujours quand même un grand moment de sport. Papa, comment on fait les bébés? Alors attends, mardi, je t'en parlerai mardi. Donc voilà, là c'est le côté mécanique en fait qui a été expliqué. Donc là, ils ont 7 ans, 8 ans, c'est les premières questions, et en général, ça tarit la question. Ok, je sais comment ça marche, très bien, voilà. Et après, le sujet revient sur le tapis au moment de l'adolescence, avec les changements physiques, avec les copains, et aujourd'hui avec la pornographie énormément. Il se trouve qu'au collège des enfants, il y a une psychologue qui est intervenue pour leur parler de l'affectivité, de l'adolescence, des changements hormonaux, tout ça, et de la pornographie sur Internet et ailleurs. Donc ils ont eu une conférence à laquelle nous aussi on a assisté, mais version parents. Donc les enfants, on a eu la conférence, nous aussi on a eu la conférence. Et du coup, ça nous a permis... Heureusement que j'avais prévenu, hein. Donc du coup voilà, ces deux conférences, et du coup ça a donné lieu à une espèce de petite réunion où voilà, on a demandé aux garçons, je sais, nous savons ce que vous avez eu comme conférence, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et ben c'est beaucoup moins facile de parler à son fils de 14 ans qu'à son fils de 7 ans, parce que là on est confronté à leur gène à eux. Et la discussion n'a pas été, en plus de ça j'étais présente, peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait qu'Emeric. Donc voilà, après on y revient de temps en temps, mais j'y reviens plus sous l'angle de la pornographie. On n'est pas encore dans la construction de l'affectivité avec une épouse, et dans le fait de donner des naissances, voilà, d'avoir des enfants, parce qu'ils ont pas l'âge. Et le sujet, c'est vraiment aujourd'hui la pornographie, qui, à mon avis, détruit un nombre, et dans toutes les familles. Et je pense que mes enfants ont eu eux aussi accès à des images pornographiques et en ont été très choqués. Donc voilà. Mais notre intention, c'est bien évidemment de laisser la porte ouverte, de dire voilà, si tu veux en parler, voilà. Mais je pense qu'on y reviendra quand ils auront trouvé quelqu'un d'ici 3-4 ans, quand ils fréquenteront les jeunes filles. Voilà. Donc toi, tu as 40 ans, 41, 20 ans de mariage, non, 20 ans, oui. 20 ans, enfin 18 ans cette année. Oui, 18 ans de mariage, 6 enfants au moins. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, disons, aux trentenaires, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de la trentaine qui sont encore célibataires et qui souffrent de leur célibat aujourd'hui? Là, on a eu l'année 2020 qui a été particulièrement dégueulasse pour les relations et l'épanouissement de sa vie privée, publique, sociale, etc. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes-là qui souffrent de leur célibat, là, début 2021? J'ai envie de leur dire qu'il faut faire confiance à la Providence. Moi, je suis persuadée que pour chacun d'entre nous, il y a une étoile qui brille ou qui grandit pour eux, une étoile, donc l'homme, l'âme sœur, ou en tout cas la personne qui conviendra. J'ai vu des mariages sur le tard récemment de 2 personnes qui, voilà, jamais j'aurais pensé qu'elles auraient pu se marier, mais elles ont trouvé le match. Et je suis intimement persuadée que la Providence veille sur chacun d'entre nous, et que, voilà. Et voilà ce qu'Yvonne pouvait nous raconter aujourd'hui. J'espère ne pas avoir heurté les standards de la communauté. J'espère surtout vous avoir intéressé. Peut-être même avons-nous éveillé votre curiosité pour ce mode de vie de l'intimité du couple. Il existe plusieurs méthodes naturelles de régulation des naissances. Aujourd'hui, nous parlions de Billings, mais n'hésitez pas à vous renseigner, c'est passionnant. Et comme Yvonne l'a bien expliqué, le point de départ, c'est d'aller voir un couple formateur. Internet ne suffit pas, évidemment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle indiscrétion. Et d'ici là, n'oubliez pas, devenez royaliste.